Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vais vous raconter trois histoires de vaisseaux fantômes, c'est-à-dire de bateaux qui ont perdu leur équipage et ont erré seuls sur les mers pendant des jours, des semaines, des mois et parfois même des années ou des décennies. Certains sont réels et d'autres fictifs. On découvrira l'histoire du vaisseau fantôme de fiction, sans doute le plus célèbre, le Hollandais volant, et une autre légende, celle du Caleuche, un vaisseau fantôme qui fait partie du folklore de l'île de Chiloé, au sud du Chili. Si vous ne le savez pas encore, je suis français mais je vis au Chili. Donc ce sera un petit éclairage sur une légende locale. Et enfin, je vous parlerai d'un navire réel qui a vraiment existé, le Baichimo, qui s'est perdu dans les eaux et les glaces au nord du Canada, où il a erré pendant des dizaines d'années. On verra pourquoi et comment. Avant de commencer, merci à vous de vous abonner, liker et commenter sous les épisodes de la Bibliothèque des rêves. Ça aide à accroître la visibilité de cette chaîne. Vous pouvez écouter ou visionner les épisodes sur YouTube. Mais si vous voulez éviter le risque d'une publicité à la fin de l'épisode, vous avez les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer et Spotify. Spotify où vous pouvez en plus voir les vidéos aussi. Et si vous avez un abonnement à Spotify, vous n'aurez pas de publicité du tout. Et maintenant, commençons avec l'histoire du Hollandais volant. Il y a 200 ou 300 ans, à l'époque où les voiliers dominaient encore les mers et n'avaient pas été remplacés par des bateaux à moteur, naviguer sur les océans était une activité qui prenait du temps et qui était risquée. On ne savait jamais exactement quand on arriverait, et avec leur coque en bois, qui pouvait se briser en s'échouant, les navires étaient fragiles. Les tempêtes ou autres phénomènes violents étaient la grande crainte des marins. Les mers, et encore plus les océans, étaient de mystérieuses étendues, gigantesques, où on pouvait rencontrer toutes sortes de dangers. Et personne ne savait quel genre de monstre se cachait sous la surface, dans des profondeurs qui restaient inexplorées. Alors les marins scrutaient le ciel, les oiseaux, la couleur de l'eau ou les changements des vents pour anticiper les intempéries et ne pas s'égarer. Mais au XVIIIe siècle, dans les eaux froides de l'Atlantique Sud, notamment au large de l'Afrique du Sud, une rumeur faisait état d'une apparition bien plus inquiétante que des nuages noirs. Un vieux navire, un voilier, brillant d'une lumière fantomatique. Ses voiles déchirées et apparemment secouées par des anciens vents qui ne soufflaient pas dans notre monde. Le Hollandais volant, un vaisseau fantôme qui annonçait de violentes tempêtes. Et même peut-être la perte imminente de ceux qui avaient la malchance de l'apercevoir. À plusieurs reprises, au XIXe et au XXe siècle, des équipages ont déclaré avoir vu le Hollandais volant. Des auteurs de récits de voyage ont parlé de lui, des poètes et des romanciers aussi. Il y a eu un opéra de Wagner, Der Fliegende Holländer, traduit par le vaisseau fantôme en français à propos du navire. Il est devenu une célébrité, une légende. Mais d'où vient cette histoire
qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est exagéré ou inventé. Déjà, faisons un peu d'histoire pour comprendre à quel type de navire on a affaire. Comme son nom l'indique, cette légende du Hollandais volant est ancrée dans une période particulière, celle où les Pays-Bas, plus précisément la République des Provinces-Unies, était une grande puissance maritime et commerciale au XVIIe siècle. Une période où les navires néerlandais naviguaient sur tous les océans de la planète. Ces navires et les explorateurs néerlandais ont ouvert de nouvelles routes commerciales à l'époque, où se sont appropriées celles découvertes par d'autres, notamment les Portugais. Ils ont commercé dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Nord, où ils ont fondé des colonies, comme la Nouvelle Amsterdam, plus connue comme New York, dans les Caraïbes, les côtes de l'Afrique, l'océan Indien, et jusqu'en Chine et au Japon, le Japon où les Hollandais ont longtemps eu un monopole commercial. Pendant une période de quelques décennies, au XVIIe siècle, Amsterdam est devenu le plus grand centre de commerce international. Et les Pays-Bas ont connu une prospérité extraordinaire à l'époque, qui a laissé des traces dans l'architecture, la vie intellectuelle et philosophique, les développements scientifiques ou les arts. Des noms comme les philosophes Spinoza ou Descartes, des peintres comme Vermeer ou Rembrandt, et des dizaines d'artistes moins connus. Tous sont nés ou ont vécu aux Pays-Bas. Mais pourquoi cette prospérité hollandaise à l'époque? Et qu'est-ce que ça a à voir avec le Hollandais volant? Pour comprendre tout ça, il faut revenir encore un peu plus en arrière. Avant cette phase de poussée internationale, au XVIe siècle, les Pays-Bas faisaient partie de l'empire des Habsbourg, la dynastie qui contrôlait une grande partie de l'Europe, l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie, différentes parties de l'Allemagne et de la France moderne comme la Franche-Comté, et aussi l'essentiel de ce qui deviendrait un jour la Belgique et les Pays-Bas. Les Pays-Bas et la Belgique étaient entrés assez récemment dans le giron des Habsbourg, parce que Charles Quint, en plus de régner par héritage sur l'Autriche, la Hongrie et l'Espagne, avait hérité de la Bourgogne, le duché de Bourgogne, et les ducs de Bourgogne, à la fin du Moyen-Âge, avaient étendu leur domaine dans ce qui est aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. Cerise sur le gâteau, cet empire de Charles Quint en Europe se double d'un empire colonial en formation aux Amériques, grâce aux conquêtes des conquistadors espagnols. Au XVIe siècle, après la conquête du Mexique à la fin des années 1510, et encore plus avec celle des Incas en Amérique du Sud, 15 ans plus tard, dans les années 1530, les colonies espagnoles d'Amérique commencent à rapporter des revenus colossaux. Mais après le règne de Charles Quint, l'empire Habsbourg se scinde en deux branches. Les Habsbourg d'Autriche, qui gardent l'Autriche, la Hongrie, la Bohême, c'est-à-dire la République tchèque actuelle, ainsi qu'un autre titre important de la famille, celui d'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ce titre était électif. L'empereur était choisi par de grands électeurs pour régner sur une confédération avec des dizaines de petits États en Allemagne. C'était un titre prestigieux qui donnait surtout de l'influence et une capacité diplomatique plutôt que de la puissance économique et militaire. Mais c'était un instrument supplémentaire pour les Habsbourg, qui ont fait le nécessaire pendant presque 300 ans pour le garder entre leurs mains. Ces Habsbourg d'Autriche sont ceux qui sont restés sur le trône jusqu'au XXe siècle.
l'abdication du dernier empereur Habsbourg et le démantèlement de l'Autriche-Hongrie, ce sont des conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc les Habsbourg d'Autriche sont cette première branche. La deuxième, celle des Habsbourg d'Espagne, garde l'empire colonial, et en Europe, l'Espagne, c'est-à-dire à l'époque essentiellement deux royaumes associés, la Castille et l'Aragon. Et en plus, les vestiges de cet héritage bourguignon. Si bien qu'après ce partage, les Pays-Bas deviennent une dépendance du roi d'Espagne. Mais ces Pays-Bas espagnols vont avoir de plus en plus envie de se débarrasser de la tutelle des Habsbourg, pour différentes raisons. Une première raison est religieuse. Différentes provinces des Pays-Bas étaient devenues protestantes après les débuts de la réforme protestante, alors que les Habsbourg étaient des monarques catholiques. À l'époque, au XVIe siècle, ce conflit religieux secoue l'Europe. C'est l'époque des guerres de religion en France. Mais toute l'Europe du Nord et de l'Ouest est concernée par ces tensions qui peuvent se manifester de façon plus ou moins violente. Les problèmes religieux apparaissaient dès qu'un souverain était d'une religion différente de celle de ses sujets. Et pour des protestants, avoir un souverain catholique, surtout aussi riche et puissant que le roi d'Espagne, c'était le risque d'être au mieux intimidé, mais peut-être aussi persécuté, de la même façon que la situation était compliquée pour les catholiques qui avaient un souverain protestant, comme dans différents États en Allemagne. Donc les Hollandais ont déjà cette première raison, religieuse, de ne pas aimer leur roi et de vouloir s'en débarrasser. Deuxième type de raison, des éléments plus économiques et financiers. Le roi d'Espagne, qui a succédé à Charles Quint, Philippe II, est constamment en guerre avec d'autres puissances, avec les Français, les Anglais ou les Ottomans en Méditerranée. Et pour financer ces conflits incessants, en plus d'engloutir une bonne partie des revenus des Amériques, Philippe II doit taxer lourdement ses sujets et leur commerce. Donc les Hollandais se retrouvent à payer des impôts élevés à un roi lointain qui vit à Madrid, pour financer des guerres qui ne les concernent même pas. C'est désagréable. Et ces différents facteurs, religieux et financiers, la distance avec l'Espagne, à laquelle les Pays-Bas n'ont aucun sentiment d'appartenance, tout ceci va converger jusqu'à conduire à une rébellion de plusieurs provinces des Pays-Bas espagnols contre l'Espagne, contre Philippe II. En 1568, 7 provinces forment une alliance et une nouvelle république, la République des 7 provinces unies des Pays-Bas, communément appelée les Provinces unies. C'est l'État qui a précédé les Pays-Bas modernes. Les Provinces unies dureront jusqu'à la Révolution française et les guerres napoléoniennes, où elles changent plusieurs fois de nom avant de devenir le Royaume des Pays-Bas au XIXe siècle, jusqu'à nos jours. Mais à l'époque, en 1568, cette sécession des Pays-Bas fait la joie de tous les ennemis des Habsbourg, et ils sont nombreux. Elle déclenche aussi une guerre, une très longue guerre de 80 ans avec les Espagnols. Pas une guerre constante, plutôt intermittente, mais une guerre qui ne prend fin qu'en 1648, à la fin d'un autre conflit important, la guerre de 30 ans. Après ça, l'Espagne a finalement reconnu l'existence de la République des Provinces unies et son indépendance. En 1648, l'Espagne a déjà bien décliné. Elle a fait banqueroute plusieurs fois, elle est éclipsée par la France, et elle n'a plus les moyens de maintenir les prétentions qu'elle avait avant.
Mais aux Pays-Bas, cette appartenance à la sphère des Habsbourg, alors que l'Espagne découvrait l'Amérique, a quand même laissé des traces. Les explorateurs, les conquistadors, les marins qui ont travaillé pour la couronne d'Espagne ou du Portugal au XVIe siècle, pour explorer ces nouveaux continents lointains, étaient souvent originaires de la péninsule ibérique, parfois d'Italie, comme Christophe Colomb. Et la majorité des soldats envoyés dans les colonies étaient espagnols de naissance. Mais pas seulement. Il y avait aussi des individus de toute l'Europe, en particulier de cette Europe Habsbourg, qui se sont impliqués dans les expéditions. Des Autrichiens, des Allemands et des Néerlandais. Donc l'expérience du Nouveau Monde va vite dépasser les frontières de l'Espagne, en particulier pour intéresser les Pays-Bas, qui avaient déjà depuis le Moyen Âge une tradition maritime et commerciale, tournée vers la mer du Nord, la Baltique, le Rhin, ou le commerce dans l'Atlantique avec la France. Un autre impact de la colonisation des Amériques sur l'ensemble de l'Europe, c'est un afflux inédit de richesses, en particulier les montagnes d'or et d'argent qui sont saisies, pillées et ensuite extraites à plus long terme dans des mines au Mexique, en Colombie, au Pérou, en Bolivie, et envoyées en Europe. Ces quantités énormes de métaux précieux entrent par l'Espagne, mais elles sont ensuite vite dépensées pour toutes sortes de biens, des biens que l'économie espagnole, qui est assez petite et peu développée par rapport à d'autres pays, ne peut pas fournir elle-même. Il faut des tissus, de la poudre, des fournitures navales, des métaux, du sel, des céréales, du bois de construction. Tout ça et même plus, l'Espagne l'importe en grande quantité, et elle le paye en métaux précieux. Donc l'or et l'argent ressortent assez vite pour aller vers les pays, vers les régions qui produisent des biens. Parce que la vraie création de richesse durable, c'est à travers la production. Donc cet or des Amériques fait tourner directement les économies de la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, et aussi de façon importante celle des Pays-Bas, qui sont déjà une région industrieuse depuis le Moyen Âge. Les Pays-Bas en profitent directement jusqu'à la rupture avec l'Espagne en 1568, quand les Provinces-Unies font sécession. Mais encore après, indirectement, à travers la stimulation de l'économie européenne. Donc, pour ces raisons, les Pays-Bas du XVIe siècle sont une région relativement moderne économiquement, tournée vers l'extérieur par tradition et par besoin, parce que c'est un petit pays et très prospère malgré la guerre. La partie nord des Pays-Bas espagnols s'était convertie à la Réforme, au protestantisme, au moins une partie importante de la population et son élite économique. Le sud des Pays-Bas espagnols, qui correspondait à peu près à la Belgique actuelle, avec notamment la Flandre, qui était une importante région commerciale et industrielle du Moyen Âge, est resté catholique par contre. Mais quand les Provinces-Unies déclarent leur indépendance, Philippe II n'a aucune intention de les laisser partir. Et donc une répression intense se met en place. Il y avait déjà des mesures prises contre le protestantisme, mais après 1568, on envoie des armées réprimer leur volonté d'indépendance. À l'époque, évidemment, pour les Provinces-Unies, les guerres de religion et l'aversion des royaumes catholiques envers les protestants, ce sont des risques. Mais ils contribuent aussi à leur prospérité. Beaucoup de commerçants protestants des Flandres, qui sont restés espagnols, vont aller trouver refuge au nord, dans les Provinces-Unies.
et aussi des protestants venus de toute l'Europe, en particulier des Français, les Huguenots. Quand ils le peuvent, ils emportent avec eux leur capital, leur entreprise, en tout cas leur savoir-faire professionnel. Et le résultat de tout ça, c'est un miracle économique aux Pays-Bas, à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. Un afflux de capitaux, une économie moderne pour l'époque. Et tout ça va financer une activité commerciale et coloniale à l'échelle du monde qui va s'avérer extrêmement lucrative. À l'époque, les Pays-Bas ont une large communauté de marchands, d'explorateurs, de navigateurs qui sont prêts à parcourir le monde pour s'enrichir. Et à ça va s'ajouter pas mal de chance aussi. Les pays voisins auraient pu être des menaces pour les Provinces-Unies, mais ils sont occupés soit à des guerres internes, comme les guerres de religion en France, ou les troubles de la Révolution anglaise au XVIIe siècle, et aussi à des conflits externes, notamment avec l'Espagne. Et tout ça laisse les Provinces-Unies avec les mains libres pour faire ce qu'elles veulent sur les océans du monde, comme attaquer des colonies espagnoles et aussi surtout portugaises qui sont mal défendues. Le Portugal était allié à l'époque de l'Espagne et pendant une période, Philippe II de Habsbourg, roi d'Espagne, devient aussi roi du Portugal, ce qui met techniquement le Portugal en guerre avec les Pays-Bas. En fait, plutôt que l'Espagne, la principale victime de l'expansion néerlandaise, ça va être le Portugal, qui avait établi son propre réseau commercial avec l'Inde, l'Indonésie et jusqu'en Extrême-Orient. Et il en perd une bonne partie au profit des Hollandais au XVIIe siècle. Comme je vous le disais, les Hollandais sont actifs dans l'Atlantique, avec une présence dans les Caraïbes. Ils fondent des colonies comme la Nouvelle-Amsterdam en Amérique du Nord. Ils sont actifs dans le commerce triangulaire qui se met en place au XVIIe siècle entre l'Afrique où on achète des esclaves, l'Amérique où on les vend et on achète des produits coloniaux, et l'Europe où on revend ces produits coloniaux. Le sucre, le tabac, le cacao, le coton, l'indigo, etc. Mais la plus grande partie de leurs efforts porte sur l'Orient. À part le commerce des produits coloniaux avec les Antilles en particulier, l'autre grande source de revenus à l'époque, dans ce commerce international, c'est le commerce avec l'Orient, avec l'Inde et ses tissus ou ses pierres précieuses, et avec l'Indonésie, qui fournit les épices comme le poivre, la cannelle, le clou de girofle. C'est un commerce extrêmement lucratif. À l'époque, il n'y avait pas de canal de Suez, évidemment. Donc pour s'y rendre, vers cet Orient et ses richesses, il faut contourner l'Afrique par le sud. D'où le grand intérêt des Hollandais pour l'Afrique du Sud. Ils y développent une présence humaine et commerciale avec des colons. Et de l'autre côté de l'Afrique, dans l'océan Indien, ils expulsent les Portugais de beaucoup de leurs comptoirs commerciaux pour les récupérer à leur profit. Le Portugal, à l'époque, n'est pas en mesure de se défendre parce qu'il est trop étendu. C'était devenu un petit pays de 2 millions d'habitants avec un empire mondial qui incluait le Brésil et des dizaines de comptoirs et de petites forteresses entre l'Europe et l'Extrême-Orient, semés sur des milliers de kilomètres de routes commerciales, donc très difficiles à protéger. Les Néerlandais à l'époque sont plus agressifs, mieux armés, plus innovants, et donc ils prennent l'avantage et ils évincent le Portugal. Les Portugais avaient été de grands navigateurs au XVe et au XVIe siècle, mais ils ont commencé à stagner.
Par exemple, les Portugais avaient pris l'habitude, depuis leur entrée dans l'océan Indien, de naviguer en suivant les côtes, d'où ce chapelet de comptoirs commerciaux en Afrique et en Asie. Les Hollandais vont découvrir une nouvelle route, beaucoup plus rapide, vers les îles aux épices, vers l'Indonésie. En utilisant les vents puissants qui soufflent au sud de l'océan Indien, ils ouvrent un nouveau passage, la route Brouwer, qui consiste à quitter l'Afrique du Sud vers l'est, comme pour aller en Australie. Et seulement à quelques centaines de kilomètres des côtes australiennes, à changer de cap pour aller vers le nord et atteindre Java, la principale base néerlandaise en Indonésie. Grâce à cette route, le temps de voyage entre l'Afrique du Sud et Java passe de 12 mois à seulement 6 mois. La distance parcourue est la même, mais les vents permettent d'aller beaucoup plus vite. Vous imaginez l'avantage que ça donne dans le commerce, un bateau qui voyage 2 fois plus vite. Et grâce à ce genre d'avantages, et d'autres, meilleurs navires, meilleurs financements, meilleurs accès aux clients, meilleures troupes, parce que le commerce à l'époque se fait aussi les armes à la main, pour se défendre des pirates et forcer la main des indigènes. Tout ça permet aux Hollandais de supplanter les Portugais en Orient. Portugais qui se recentrent sur le Brésil et les possessions africaines et asiatiques qui leur restent, mais sont éclipsés. Et c'est là qu'après toute cette parenthèse historique, on va enfin en revenir au Hollandais volant. Le Hollandais volant serait un type de navire qu'on appelle une flûte. Mais qu'est-ce que c'est, une flûte? Pour dominer le commerce au long cours, il faut aller chercher les épices de l'autre côté de la planète, littéralement. Et donc les Hollandais avaient besoin de navires rapides et solides. Les navires de commerce à l'époque peuvent être de différents types. Ils ont évolué. Mais au XVIIe siècle, le type de navire largement utilisé par les Néerlandais, c'est la flûte. Un type de bateau à voile conçu aux Pays-Bas, qui présente plusieurs avantages à l'époque comme navire de commerce. Déjà, parmi les navires au long cours de l'époque, les flûtes ont le meilleur rapport entre la taille de l'équipage et la capacité de transport, l'espace disponible dans leur cale. Ce qui veut dire qu'elles peuvent transporter plus de marchandises pour moins cher, à un prix compétitif, en employant moins de marins. Ensuite, les flûtes sont assez bon marché à produire, parce qu'elles ne sont conçues que pour le commerce. Au XVIe siècle, le type de navire qui domine sur les routes internationales, c'est le galion, qui est un navire convertible ou polyvalent. Il peut servir pour la guerre ou pour le transport. C'est pratique dans les eaux contestées, en cas de guerre ou de piraterie. Mais ça veut dire aussi que le galion est plus lourd, plus cher à produire, et pas optimisé pour le transport de marchandises. Au XVIIe siècle, une tendance qui apparaît dans la construction navale, c'est de spécialiser plus les navires. Les navires de commerce et les navires de guerre forment 2 groupes de plus en plus différents. Et les Hollandais sont à la pointe dans cette évolution. Ils jouent à fond la carte des navires spécialisés, et c'est pour ça qu'ils développent la flûte. Et comme je vous le disais, le Hollandais volant aurait été un de ces navires de commerce, une flûte. Maintenant, qui possédait et affrétait ces navires? Certains appartenaient à des commerçants, des particuliers, ou pouvaient être en multipropriété. Mais une tendance croissante au XVIIe siècle pour le commerce et la colonisation en Asie ou en Amérique, c'est le développement des compagnies commerciales et coloniales.
des compagnies qu'on appelle à charte. C'étaient des entreprises privées qui recevaient de leur état d'origine un monopole, une charte royale ou nationale, pour commercer et coloniser dans une certaine région du monde. Et ces sociétés étaient généralement cotées en bourse. Toute personne qui en avait les moyens pouvait devenir actionnaire. Un précurseur et un bon exemple de ces compagnies, c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. VOC pour Verenigde Oostindische Compagnie, qui a été la première société par action au monde. La première entreprise dont les actions pouvaient être achetées et vendues par des actionnaires sur un marché boursier. Ensuite, elle a eu des homologues, notamment en Angleterre ou en France. Donc la VOC reçoit du gouvernement des Provinces-Unies le monopole du commerce et de la colonisation néerlandaise de l'Afrique du Sud à toute l'Asie. Un monopole qui s'accompagne d'énormes pouvoirs, de privilèges, qui en font presque l'égal d'un gouvernement. La compagnie possède ses propres navires, évidemment. Elle peut acheter et vendre des marchandises comme elle l'entend, mais aussi créer des colonies, par la force si besoin, traiter avec d'autres États dans sa zone d'influence, et même entrer en guerre. Elle avait sa propre armée et sa flotte privée. C'est la compagnie qui va organiser l'expansion de l'Empire hollandais en Asie, de l'île de Ceylan, le Sri Lanka moderne, jusqu'au Japon, en passant par Java en Indonésie. La VOC a fonctionné pendant des décennies, en générant au passage des profits importants pour ses actionnaires. Et le Hollandais volant aurait été un navire de cette compagnie, donc avec un capitaine et un équipage employés par la compagnie pour faire des allers-retours entre les Pays-Bas et les îles aux épices, l'Indonésie. Un voyage très long, de plusieurs milliers de kilomètres, qui durait des mois. En plus d'être une flûte, le Hollandais volant aurait aussi été ce qu'on appelle un Indiaman. Indiaman, c'est le nom qu'on donnait aux navires de différents types, flûtes, galions, briques, frégates, qui étaient affrétés par la Compagnie des Indes orientales néerlandaise ou ses homologues, anglaises, françaises, danoises, suédoises, portugaises, pour commercer avec l'Asie. Et c'est le premier accroc dans cette légende du Hollandais volant. Les registres de la VOC, qui ont été gardés, ne font jamais état d'aucun navire appelé le Hollandais volant, que ce soit au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, cette histoire autour des apparitions du Hollandais volant apparaît non pas à l'époque des flûtes, mais plus tard, plus d'un siècle plus tard, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est à cette époque que se répand la rumeur, dans différents ports, qu'un Indiaman hollandais a été aperçu en mer. Quand cette rumeur apparaît, l'époque de la domination navale néerlandaise est révolue depuis longtemps, depuis un siècle, et c'est un type de navire totalement démodé. C'est comme si aujourd'hui on voyait un paquebot du début du XXe siècle, à vapeur, comme le Titanic. On connaît ces rumeurs de vaisseaux fantômes de l'époque parce qu'elles apparaissent dans des récits de voyage, qui est un genre littéraire populaire au XVIIIe siècle. Les gens en Europe étaient curieux du reste du monde, mais pour la plupart des Européens, ça restait des lieux mystérieux qu'ils ne verraient jamais de leurs propres yeux. D'où cet attrait pour les récits de voyage. Ces auteurs de récits de voyage n'étaient pas toujours fiables, ça inventait ou exagérait pas mal pour attirer l'attention ou pour vendre.
Et c'est dans différents récits, dont les auteurs ne sont pas spécialement connus pour leur fiabilité, que le Hollandais volant est mentionné comme une histoire qui circulerait à l'époque entre les marins. Un de ces récits, publié en 1790, raconte que le Hollandais volant serait un jour, au XVIIe siècle, arrivé au Cap, en Afrique du Sud, et aurait demandé à pouvoir s'abriter dans le port pour se protéger d'une tempête. Mais il n'y avait pas de pilote disponible pour conduire le navire au port. Et le Hollandais volant aurait été emporté au large par la tempête, vers un destin qu'on suppose tragique. Et c'est ensuite qu'il aurait commencé à réapparaître, comme vaisseau fantôme, par mauvais temps, pour annoncer de graves problèmes à venir. 5 ans après ce premier récit, il y en a un autre qui apparaît en 1795. Un récit de voyage de la Grande-Bretagne jusqu'en Australie, dont l'auteur, à son tour, parle de cette rumeur du Hollandais volant qui circule entre les marins, qu'il présente comme une superstition. Et encore en 1803, un autre livre de voyage en parle, mais avec une petite variante. Cette fois, l'équipage du Hollandais volant n'aurait pas été empêché d'entrer au port, il aurait été puni pour un crime qui n'est pas précisé. On peut penser à de la piraterie ou une mutinerie, ou le meurtre de leurs officiers. Et pour ce crime, l'équipage aurait été condamné à errer sur les mers jusqu'à expiration d'une période de pénitence. Période apparemment assez longue, puisque plus d'un siècle après, le Hollandais volant transformé en vaisseau fantôme était encore là. À la suite de ces quelques mentions dans des récits de voyage des années 1790 et 1800, le Hollandais volant passe à la littérature. C'est plus prestigieux. Il apparaît dans des œuvres d'auteurs britanniques et irlandais du début du XIXe siècle, comme par exemple Walter Scott, l'auteur d'Ivanhoe. Il est mentionné aussi dans des poèmes, et à l'époque, le style ou l'ambiance gothique commençait à séduire, notamment en Grande-Bretagne. Donc l'idée d'un vaisseau fantôme s'appelait. Dans les décennies suivantes du XIXe siècle, le concept de vaisseau fantôme, qui est directement lié au nom du Hollandais volant, va s'installer dans la littérature gothique, aux côtés d'autres figures ou d'autres types de décors. Le monstre de Frankenstein, les vampires, les châteaux abandonnés, les maisons hantées. C'est le moment où tous ces clichés gothiques et fantastiques se mettent en place. Et le vaisseau fantôme en fait partie. En 1820, il y a une pièce de théâtre consacrée au Hollandais volant, c'est-à-dire seulement 30 ans après sa première apparition comme rumeur rapportée dans un récit de voyage. Mais la grande œuvre qui va installer le Hollandais volant dans les légendes populaires, c'est l'opéra de Wagner, Der Fliegende Holländer. Le titre français sera Le vaisseau fantôme, et en anglais ou en allemand, l'opéra s'appelle Le Hollandais volant. Et à partir de là, le Hollandais volant va s'installer dans la culture populaire, au point que c'est un nom que tout le monde connaît plus ou moins, sans savoir trop pourquoi ni comment on en a entendu parler. C'est un mythe très adaptable, et c'est pour ça qu'on le retrouve facilement dans les films Pirates des Caraïbes, par exemple. Ça exploite un nom déjà connu, mais flou, avec une part de mystère qui permet de raconter l'histoire qu'on veut, mais aussi d'attiser la curiosité. Malgré tout ce succès, de la littérature au cinéma en passant par l'opéra, le Hollandais volant reste un navire fictif. Il n'y a aucune trace historique d'un navire avec ce nom. Des flûtes hollandaises ont fait naufrage, évidemment,
mais à ce qu'on en sait, pas dans des circonstances telles que celles rapportées dans la légende, avec un navire qui ne pourrait pas rentrer au port et se serait perdu en mer. Ce Hollandais volant a peut-être commencé à exister comme rumeur, ou comme histoire racontée par des marins pour attirer l'attention, ou faire passer le temps. Il est possible que cette rumeur ait circulé pendant longtemps, pour être finalement mentionnée par écrit seulement à la fin du XVIIIe siècle. Comme il est possible, aussi, que l'histoire ait été inventée en 1790, quand elle apparaît pour la première fois. Les auteurs de récits de voyage se copiaient beaucoup entre eux. Donc ça pourrait expliquer que la légende a été reprise et embellie. Mais même si ce vaisseau est fictif, ça ne veut pas dire que la légende est déconnectée de la réalité, de l'histoire. Déjà parce qu'un Indiaman hollandais au large de l'Afrique du Sud, c'est un produit de ce qui a été une réalité historique. L'expansion maritime néerlandaise au XVIIe siècle. Mais aussi parce qu'à défaut d'un navire en particulier, l'histoire aurait pu être inspirée par un capitaine hollandais du XVIIe siècle qui a vraiment existé, un certain Bernard Fokke. On a peu de détails sur sa vie personnelle, mais on sait que Bernard Fokke a existé parce qu'il apparaît dans différentes sources. Les registres comptables de l'époque, des journaux de bord et les registres de la Compagnie des Indes orientales, ou les registres des ports, où chaque escale de navire était notée et datée avec le nom du capitaine. C'est notamment avec tout ce matériel historique que les historiens peuvent estimer l'ampleur de ce commerce au XVIIe siècle, mais aussi accessoirement retrouver des capitaines et des navires. Dans tous ces registres historiques, on ne trouve pas de traces d'un navire qui s'appellerait le Hollandais volant. Mais par contre, Bernard Fokke, capitaine employé par la VOC, était célèbre pour la rapidité de ses voyages vers l'Orient. Il semble qu'une fois, il ait réussi, peut-être, à rejoindre Java depuis Amsterdam en un peu plus de 3 mois. Extrêmement rapide pour l'époque. On le sait par des lettres qui ont été envoyées d'Amsterdam à Java sur son navire et dont la date d'envoi et de réception a été notée. Les dates auraient pu être trafiquées par Fokke lui-même pour se faire de la publicité. C'est même à envisager sérieusement parce que la vitesse de ce voyage apparaît surprenante. Mais peu importe. Bernard Fokke avait cette réputation de grande vitesse, à tel point que le surnom de Hollandais volant aurait pu lui convenir parfaitement. Et cette réputation pourrait avoir été à l'origine d'une rumeur selon laquelle Fokke avait signé un pacte avec le diable. Dans une sorte de pacte faustien, il aurait vendu son âme au diable en échange de compétences extraordinaires de navigateur ou d'un surcroît de vitesse surnaturelle. Peut-être que cette histoire a pu rester dans les conversations, les rumeurs que se passaient les marins de génération en génération, pendant des décennies, jusqu'à ressurgir à la fin du XVIIIe siècle, sous cette forme dans laquelle le Hollandais volant n'est plus une personne, mais un navire, et où le pacte de Fokke avec le diable se serait dénoué, sous la forme d'une malédiction. Quoi qu'il en soit, le Hollandais volant est devenu le modèle pour d'autres vaisseaux fantômes de fiction, en s'enrichissant d'histoires de malédictions, de trésors cachés ou de piraterie. Mais c'est loin d'être le seul, et je vous propose de l'illustrer avec une deuxième histoire, un autre navire dont la légende est remarquable. Cette deuxième histoire va nous emmener loin du Cap
et de l'Afrique du Sud, loin aussi des îles aux épices, on va aller en Amérique du Sud, au Chili, à la découverte d'un autre navire légendaire, le Caleuche. Au sud du Chili, la côte de l'Amérique du Sud est très irrégulière. C'est un monde de roches et d'îles très nombreuses. Depuis l'océan Pacifique, on aperçoit la nature sauvage de la Patagonie, et au loin, s'il n'y a pas trop de brouillard, on voit les contreforts des Andes. C'est l'Amérique du Sud, mais pas celle des eaux transparentes, comme dans les Caraïbes, pas celle des plages avec des palmiers, comme au Brésil, ni celle qui a un climat chaud et humide, comme l'Amazonie. Ici, à la pointe sud du monde, le climat est assez froid, surtout en hiver. Il est humide et la végétation rappelle plutôt celle de la Bretagne ou de l'Oregon aux États-Unis, ou encore la côte pacifique du Canada. Il y a longtemps, avant l'ouverture du canal de Panama, tous les navires qui devaient passer entre les océans Atlantique et Pacifique devaient naviguer jusqu'au sud du continent, pour passer le détroit de Magellan ou le Cap Horn. Lorsqu'ils arrivaient depuis l'Atlantique et débouchaient dans le Pacifique, ils mettaient rapidement le cap au nord pour remonter en suivant cette côte sauvage, impatients d'atteindre des eaux plus chaudes et plus accueillantes. Et dans cette région du monde, avec ses brumes, ses forêts d'un vert intense, l'océan jamais très loin, qui apporte ses senteurs d'iode, les montagnes derrière lesquelles le soleil se lève chaque jour avant d'aller se coucher dans l'océan. Il y a des habitants depuis des milliers d'années, et en particulier sur un archipel, un groupe d'îles qu'on voit à peine en regardant une carte, parce qu'elle longe la côte du Chili. L'île principale de cet archipel s'appelle Chiloé, et c'est là qu'est née la légende du Caleuche. Personne ne sait vraiment quand, il y a plusieurs siècles peut-être. Le Caleuche serait un voilier qui émerge parfois de la brume autour de Chiloé, un voilier européen du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Mais le nom Caleuche vient de la langue indigène, le peuple mapuche, qui parle le mapudungun. Dans cette langue, Kaleutun veut dire transformé, et le suffixe che signifie les personnes. On pourrait donc traduire Caleuche par les gens transformés. Et en effet, si on en croit la légende, l'équipage du Caleuche est assez particulier. Il y a différentes versions du mythe qui ne sont pas forcément compatibles. Certains disent que l'équipage aime faire la fête et que l'apparition du navire serait toujours accompagnée de musique, d'éclats de voix joyeuses, qui parlent dans une langue indéfinissable, comme l'écho d'une fête qui aurait lieu ailleurs que dans notre monde. Le navire et son équipage seraient coincés dans le temps, prisonniers, dans une célébration sans fin. D'autres versions disent que l'équipage n'est pas spécialement fantomatique ou immatériel, mais qu'au contraire, les marins du Caleuche aiment débarquer à l'improviste dans les ports, surtout là où il y a des femmes. Une légende dit que l'équipage aurait passé un accord avec plusieurs marchands de Chiloé. Ils descendaient à terre et faisaient la fête avec les filles des ports, et avant de partir, ils remplissaient les entrepôts de marchandises gratuites, comme paiement du bon temps qu'on les avait laissés prendre. Cette histoire expliquerait la fortune rapide amassée par des commerçants de Chiloé,
ils auraient été aidés par le Caleuche. Mais elle ne précise pas quel prix ils auraient payé pour ça, et notamment s'ils n'auraient pas aussi vendu leurs âmes. On dit également que le Caleuche peut avancer plus vite que n'importe quel autre navire, ce qui le rend intouchable, impossible à rattraper. Mais ce n'est pas forcément un navire malveillant ou sinistre. Il est aussi connu pour aider les marins en difficulté, du moins à condition de faire preuve de respect. Quand ils sont en mer, les marins de Chiloé doivent faire attention de ne pas parler ou crier trop fort. Sinon le Caleuche pourrait apparaître ou cacher des rochers pour faire s'échouer les fauteurs de troubles. Plutôt qu'une menace ou un oiseau de mauvais augure, le Caleuche est une présence énigmatique à laquelle on attribue beaucoup de phénomènes inexpliqués, comme des échouages de navires, l'arrivée soudaine du brouillard, des bruits étranges en mer, et aussi la disparition d'expéditions entières. Des expéditions espagnoles qui auraient mystérieusement disparu après avoir passé le Cap Horn. La chronologie de cette légende est mystérieuse aussi. Il pourrait s'agir d'une ancienne légende indigène qui aurait été transformée avec un navire européen. Il pourrait aussi s'agir d'une adoption locale de la légende du Hollandais volant. Les corsaires hollandais ont été actifs à une époque dans la région. On est très loin des Caraïbes et encore plus loin des îles aux épices. Mais à une époque, ils se sont aventurés dans le Pacifique Sud et ils ont même brièvement occupé Chiloé en 1600. Le souvenir de cette présence aurait pu être réactivé par la légende du Hollandais volant quand elle a atteint cette région assez reculée du Chili. Reculée aussi parce qu'une fois le canal de Panama ouvert, à la fin du XIXe siècle, le trafic par le sud de l'Amérique du Sud s'est vite effondré. C'était un détour énorme pour les navires. Et comme Chiloé était coupé du centre du Chili par une zone dont le pays n'avait pas le contrôle territorial, elle était encore aux mains des indigènes. Chiloé est resté longtemps un lieu très isolé. Au XVIIIe et aussi au XIXe siècle, après les indépendances, en Amérique latine, beaucoup de régions étaient très peu peuplées et peu contrôlées par l'administration. Et justement, une autre chose qui aurait pu donner naissance à la légende du Caleuche, c'est la contrebande. La nuit, il se passait des choses discrètement sur les plages de Chiloé, des livraisons de marchandises de contrebande par la mer pour éviter les taxes dans les ports. La légende du Caleuche aurait aussi pu commencer comme une plaisanterie ou une couverture autour de cette contrebande pour expliquer le bruit et le trafic dans le brouillard et l'obscurité. Encore une autre version du Caleuche, c'est que sa musique sert à attirer des marins qui monteraient à bord et que le bateau asservirait pour les forcer à le servir à son bord. Et pour finir, une dernière version. Le Caleuche serait le bateau des sorcières de Chiloé, qui l'utiliseraient pour faire des fêtes impies et renforcer leur pouvoir. Dans tous les cas, le navire reste introuvable. On raconte qu'il pourrait plonger sous l'eau pour disparaître, ou prendre l'apparence d'un tronc d'arbre flottant pour ne pas être reconnu. Comme vous le voyez, c'est une légende très adaptable, et le mystère autour de ses origines reste complet. Les vaisseaux fantômes ne sont pas tous des fictions. Il y en a aussi des vrais, qui sont restés abandonnés, sans équipage, pendant des semaines, des mois ou des années.
Et notre troisième histoire va l'illustrer. Ce sera celle du SS Beijimo, qui a été aperçu presque 40 ans après son abandon, dans les eaux glaciales au nord du Canada. Le Beijimo était un cargo à vapeur, construit en 1914 en Suède. Ou peut-être est encore, parce qu'on ne l'a plus vu depuis un moment, mais rien ne prouve qu'il ait coulé. Pourquoi? Comment? C'est ce que je vais vous expliquer. Le navire appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson, qui est un nom bien connu au Canada, parce que de nos jours, la compagnie de la baie d'Hudson est une entreprise de distribution qu'on appelle la baie au Québec. Mais c'est en fait la société la plus ancienne du Canada. Sa fondation date de l'époque coloniale. Et la baie d'Hudson, c'est un golfe gigantesque au nord du Canada, qui est entouré par plusieurs provinces, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et le Nunavut. Autrefois, il existait un commerce des fourrures important autour de la baie. Et la compagnie de la baie d'Hudson a été créée par des négociants en fourrure pour collecter et emporter les fourrures produites tout autour. La compagnie achetait les fourrures et aussi approvisionnait les petites villes, les comptoirs de traitement des fourrures et les communautés qui vivaient autour de la baie d'Hudson. C'était à ses débuts, mais ensuite l'entreprise s'est étendue à tout le Canada et est devenue de loin la principale acheteuse de fourrures chassées par les trappeurs et les tribus indigènes. Au XIXe et au XXe siècle, elle suit le progrès technique et elle passe de la voile à la vapeur pour ses bateaux. Et c'est pour ça qu'en 1921, elle fait l'acquisition du Beijimo. À l'origine, le navire avait été construit pour servir sur les routes commerciales entre la Suède et Hambourg, en Allemagne. Mais après la Première Guerre mondiale, il a été construit en 1914, le navire est saisi et transféré au Royaume-Uni comme réparation de guerre. Ensuite, le Beijimo a été vendu à la compagnie de la baie d'Hudson, qui l'a affecté à son commerce de fourrure et de cabotage, d'approvisionnement de la baie d'Hudson. Le Beijimo va donc servir à des voyages à moyenne ou longue distance, au lieu de faire de courts allers-retours dans la Baltique et la mer du Nord, ce pourquoi il avait été conçu. Au lieu de ça, il se retrouve à visiter des comptoirs pour collecter des fourrures et apporter des fournitures et des provisions aux habitants de la baie. Mais c'est très au nord. Les endroits où il se rend ne sont accessibles que par la mer et pas toute l'année. En hiver, la mer reste gelée pendant plusieurs mois. Avec ces contraintes et cette feuille de route, le Beijimo va opérer pendant 10 ans sans problème particulier, jusqu'en 1931. Au nord du Canada, historiquement, il n'était pas rare que les bateaux soient pris dans la glace, et c'est ce qui est arrivé au Beijimo. En octobre 1931, l'hiver arrive plus vite que prévu, et le temps se refroidit brusquement, à un moment où le navire voyage en longeant l'île Victoria, dans sa zone d'opération. Le Beijimo se retrouve prisonnier de la banquise, plus précisément d'une couche de glace sur la mer qui n'est pas accrochée au rivage, de la glace dérivante. Ça n'était pas très habituel, mais pas catastrophique non plus. C'était déjà arrivé à beaucoup de navires auparavant. Et le protocole était juste d'attendre que la glace se rompe
pour repartir. Mais en dérivant, accroché à sa glace, le Beichimo est arrivé à moins d'1 kilomètre du rivage, où se trouvait un village, un endroit appelé Barrow, endroit où l'équipage espère trouver un meilleur abri. La température restait basse, donc pas de risque que la glace libère le bateau. Alors l'équipage décide de le laisser là et d'aller s'installer à Barrow pour 1 ou 2 jours, histoire de ne pas se languir sur le bateau. Vous imaginez déjà le problème qui les attend. Ils décident, 2 jours plus tard, d'aller voir comment va le bateau qu'ils ont laissé à quelques centaines de mètres de leur refuge. Et là, évidemment, plus rien. Le bateau a rompu la glace et a dérivé vers un endroit inconnu, sans personne à bord pour contrôler la trajectoire. La situation devient embarrassante. Où est le navire? Par chance, on le retrouve quelques jours plus tard. Il a dérivé vers le sud avant de se bloquer à nouveau dans la glace. Gros soulagement. Mais avec ce temps perdu, on est en octobre, l'hiver commence à s'installer, et il apparaît de plus en plus évident que le Beichimo ne va pas se libérer facilement. Il pourrait même rester là pendant plusieurs mois. L'équipage comprenait 37 hommes, donc la compagnie décide d'en rapatrier 22. Elle les évacue par avion et d'en laisser 15 à côté du bateau sur la côte, où ils vont construire un abri en bois pour surveiller le navire en attendant qu'il se libère, avec de la chance dans quelques jours, ou au pire dans quelques mois. Quelques semaines passent, comme ça, avec les 15 hommes restants qui surveillent le bateau pour ne pas le perdre une deuxième fois. Mais le mois de novembre est arrivé, et une nuit, un gros blizzard souffle sur la baie, forçant les marins à rester cachés dans leur abri. Et au matin, une fois de plus de bateau. Il est encore parti. L'histoire se répète, on le retrouve 60 kilomètres plus au sud. Mais cette fois, il est décidé que ça suffit. Le bateau a 17 ans, ce qui n'est pas très vieux pour un cargo à vapeur, mais il n'était plus neuf non plus. Le modèle était démodé. À l'époque, dans les années 30, on se prépare à la transition du charbon vers le pétrole, surtout dans les eaux froides. Et donc, décision est prise d'abandonner le navire à son sort, au moins pour le moment, et de voir au printemps s'il peut être encore récupéré. Comme il est à nouveau prisonnier des glaces, on le vide de ses fourrures et du reste de ce qu'il transporte, et l'équipage l'abandonne à son sort. Sans entretien, sans pilote, près du rivage, tout le monde pense que le navire va s'échouer ou couler. Sauf que ça n'arrive pas. À un moment et dans des circonstances inconnues, sans doute quelques mois plus tard, le Beichimo se libère et commence à errer dans la baie. Pas pour faire des ronds dans l'eau là où on l'avait laissé, au contraire. Il est emporté par les courants et il voyage le long des côtes nord du Canada jusqu'en Alaska. Pendant des mois, qui deviennent des années et finalement des décennies. Le navire est aperçu plusieurs fois dans les années 30, et même une fois, des hommes montent brièvement à bord pour l'abandonner à nouveau, parce qu'il n'est pas possible ou trop cher de le récupérer. Et ça a continué dans les années 40, 50, 60. En 1962, on aperçoit le Beichimo qui erre dans la mer de Beaufort, qui est la mer au nord de l'Alaska,
et des territoires du nord-ouest canadien. La dernière fois qu'on l'aperçoit, c'est en 1969, 38 ans après son abandon, prisonnier d'une autre banquise. Après 1969, donc ça fait maintenant bientôt 60 ans, on n'a plus eu de signe du Beichimo. L'hypothèse qu'il ait coulé apparaît probable. Probable parce qu'on l'a vu plus d'une douzaine de fois dans les 10 années qui ont suivi sa perte, et pas une seule fois en plus de 50 ans. C'est pourquoi on pense qu'il a probablement coulé. En 1969, la dernière fois qu'on l'a aperçu, le navire avait déjà 55 ans, dont 38 de dérive en mer, sans entretien. Dans des eaux où la coque devait heurter régulièrement de la glace, c'est déjà un miracle qu'un navire conçu pour des eaux plus chaudes ait résisté aussi longtemps. On pense donc qu'à un moment, après 1969, le point de rupture de la coque a été atteint et le Beichimo a coulé, après presque 40 ans comme vaisseau fantôme. Mais on n'en a pas la preuve. Il n'est pas totalement impossible que le Beichimo soit encore là, quelque part, coincé plus au nord dans des glaces éternelles et recouvert de neige, ce qui expliquerait qu'il soit devenu invisible, attendant peut-être d'être redécouvert. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. J'espère qu'elles vous ont plu. Vous pouvez maintenant vous laisser aller et vous endormir. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir une autre histoire, une autre aventure de la bibliothèque des rêves. Je reviendrai bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, faites de beaux rêves. Au revoir.